Madame, Monsieur, bonsoir. Transport touristique et insolvabilité des entreprises au menu de questions et causes ce soir. Ainsi, en première partie, en compagnie du représentant de la Fédération nationale du transport touristique, Samir Gheizi, nous discuterons de la situation critique du secteur endommagé par les effets collatéraux de la pandémie. Nous évoquerons aussi les revendications ainsi que les alternatives concrètes que la Fédération propose pour sortir les professionnels du marasme qui a déjà coûté la vie à plusieurs entreprises de la filière. Et justement, en seconde partie de votre émission, ce soir, il sera question de solvabilité des entreprises marocaines, criblées de dettes et pour beaucoup avec des carnets de commandes qui tardent à se remplir. Les TPE et PME se retrouvent face à une situation de survie. En témoignent d'ailleurs les chiffres du premier trimestre. Analyse de ces chiffres de défaillance d'entreprise et des traitements de choc avec Amine Diori, directeur des études chez Inforisque DNB. Bienvenue à toutes et à tous. À cause de la crise sanitaire et de ses répercussions, les transporteurs touristiques sont à la dérive. Les différentes représentativités du secteur revendiquent une révision du contrat programme signé, rappelons-le, avec le ministère de tutelle en août dernier. Et pour en savoir plus, je vous laisse avec ce papier d'Alam Nani. Les professionnels du transport touristique ne cessent de déplorer la situation du secteur. Les chiffres de la Fédération nationale du transport touristique au Maroc confirment cette atmosphère morose. 10% des entrepreneurs du secteur seraient en faillite. 160 nouvelles structures n'ont jamais pu démarrer leur activité en 2020 et sont extrêmement endettées. Et 79% des structures financées par les sociétés du financement n'ont pu tenir leurs engagements et sont en conséquence harcelées par les institutions d'appui financier. Dans une récente réunion, les professionnels du transport touristique ont appelé le ministère du Transport à un report de remboursement des crédits avec un taux unique et solidaire. La fédération a demandé aussi le maintien de l'indemnité forfaitaire mensuelle Covid jusqu'à la fin de la pandémie. Concernant les impôts, les transporteurs touristiques souhaitent la suspension de tout prélèvement au paiement des arriérés d'impôts ou charges fiscales durant la période de l'état d'urgence sanitaire. De son côté, la tutelle s'est dite disposée à élaborer une révision du contrat programme. Ce dernier se penchait déjà en août 2020 sur une redéfinition des caractéristiques et des conditions de l'équipement des véhicules destinés au transport touristique ou l'âge des véhicules pour la première exploitation. D'après la Fédération nationale du transport touristique, le nombre des entreprises du transport touristique ne dépasse pas 1650 et le parc de véhicules national avoisine les 12 000 unités. Et j'accueille à présent depuis Marrakech par Skype Samir Gheizi, vice-secrétaire général de la Fédération nationale du transport touristique. Bonsoir Samir Gheizi, bienvenue parmi nous. Bonsoir madame, merci pour votre invitation. On vient de le suivre, et puis juste pour rappeler que la réunion qui s'est tenue la semaine dernière a connu la participation de plusieurs représentations du secteur. Combien sont-elles d'abord? Comment le secteur est-il organisé de manière plus générale? Écoutez, le secteur il est organisé par plusieurs organisations, si on peut dire. Il y a des syndicats, il y a des représentants de patrons, donc de sociétés de transport touristique, du patronat. Et puis, il y a la représentation qui date depuis longtemps, qui est la Fédération nationale de transport touristique. Ce n'est pas la même que celle que vous représentez ce soir, on est d'accord. Ce n'est pas la même Donc il y a deux fédérations qui portent le même nom, parce que moi-même, en préparant cette émission, j'ai eu un petit doute par rapport à la même nomenclature finalement des deux fédérations nationales de transport touristique. Donc nous en avons deux au Maroc. Vous avez raison, tout à fait. Donc nous, on est une représentation qui est représentée par plus de 16 associations de transporteurs touristiques à travers le Maroc. On est une jeune représentation par rapport à la Fédération nationale. Mais que nous ne représente pas tout l'éventail des transporteurs touristiques. Nous œuvrons tous les 4 ou tous les 5 représentations dans le même sens parce que nous avons les mêmes revendications pour l'instant. On nage dans le même problème, mais vu le large spectre de l'activité du transport touristique, parce que vous savez que nous avons plusieurs catégories,
de véhicules de transport touristique. Vous avez les autocars, la série 1, puis les transporteurs qui ont une cible de clientèle plutôt vers le transport de luxe avec le TGR. Donc, il y a plusieurs catégories de transporteurs, vu la diversité de représentation du domaine, sauf que notre fédération, elle représente tout le spectre de transporteurs touristiques. En fait, nous sommes, comme le nom le dit bien, nous sommes des transporteurs touristiques, donc on dépend de deux ministères, qui est le ministère du Transport, mais aussi le ministère du Tourisme. Donc ce sont les deux signataires du cahier de charges. Est-ce que vous pensez que, en termes de projection et compte tenu, bien sûr, de la situation très délicate que le secteur est en train de vivre depuis quelques mois maintenant, voire un an, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait, à présent, peut-être revoir le business model des entreprises de transport touristique à même de répondre, aux exigences du temps que nous sommes en train de vivre, notamment par rapport à cette dépendance au ministère du Tourisme, en l'occurrence? C'est une question qui est très pertinente. Comme nous sommes un secteur qui dépend beaucoup de tourisme, plus que d'autres choses, parce que notre première clientèle, c'est les étrangers. Malheureusement, le tourisme local doit être revu pour qu'on puisse intégrer cette chaîne de tourisme local, parce que pour l'instant, avec les conditions actuelles, il n'y a peut-être que 2% des transporteurs qui peuvent intégrer ce tourisme local. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler de renouveau avant de parler du sauvetage du secteur. Parce que maintenant, le secteur, il est dans un marasme, comme vous l'avez dit dans l'introduction, qui est alourdi par ce problème de report de crédit qui est toujours lié aux intérêts, ce sont les intérêts intercalaires que nous avons maintenant, que les sociétés de financement nous demandent d'honorer malgré la situation actuelle. Donc, juste pour revenir à ce problème-là, dans le contrat programme, la clause numéro 7, il y a bien mentionné un moratoire envers les transporteurs touristiques. Donc, la définition même du moratoire, c'est le gel des remboursements. Et quand on dit gel des remboursements, on ne parle pas d'intérêt, que ce soit intercalaire ou intérêt de dossier initialement contracté par la société emprunteuse. Donc, mais nous, on se confronte malheureusement dans la réalité avec les sociétés de financement qui nous demandent de signer, de remplir des papiers à chaque fois, à la fin de chaque trimestre, et qui nous obligent à accepter les conditions que eux nous imposent. Et ces conditions-là, elles sont toujours calculées sur base de l'intérêt initial pris donc par chaque dossier, par chaque société emprunteuse. Le problème, c'est que pour l'instant, comme vous savez, on est tous à l'arrêt. Il y a zéro activité, si ce n'est peut-être 0, ou alors 99% d'arrêt total. Comment peut-on demander à une société qui n'a pas de revenus de payer des charges encore supplémentaires alors qu'elle a des charges adjacentes qui sont liées à la vie de tous les jours. Mais c'est ce que vous demandez aussi, c'est ce que vous avez demandé à travers justement cette réunion qui a été tenue la semaine dernière. Donc, quelles sont les alternatives, les autres alternatives que vous proposez? Et je reviens aussi à ce cadre juridique. Est-ce qu'il n'est pas vital, voire salvateur pour le secteur, c'est-à-dire à revoir ce cadre juridique pour y inclure peut-être ou changer peut-être le cahier des charges afin de le rendre plus flexible. Et vous avez parlé de tourisme interne, mais pas que, de tourisme de voyageurs, parlons. Tout à fait. Ou même peut-être. Comment? D'une façon plus large, le tourisme de voyageurs, vous avez tout à fait raison. Est-ce que ça a été proposé à la tutelle? En fait, nous, ce que nous avons proposé, c'est plutôt de créer un fonds de redressement, on va dire, spécifique pour le transport touristique, juste pour répondre à cette problématique de report avec intérêt qui nous alourdit. Et donc, nous avons proposé qu'il y ait un fonds
qui est garantie par la CCG, à l'instar des fonds qui sont garantis pour les crédits relance et crédits d'aman oxygène. Donc, dans ce sens-là, s'il y a une garantie étatique, parce que nous sommes deux parties, que ce soit les sociétés de financement ou les sociétés emprunteurs, qui sont les transporteurs touristiques, ce que nous demandons, c'est la révision du contrat-programme, d'avoir un contrat-programme qui est spécifique aux transporteurs touristiques. Vous savez que les sociétés de transport touristique sont liées d'une façon inconditionnel avec les sociétés de financement parce que vu l'ampleur de l'investissement, on a 75 ou 79% des sociétés qui ont recours aux sociétés de financement pour financer justement leur parc automobile. Pardon, juste je vous interromps. Samir Ghazi, de quelle sorte de crédit parle-t-on ici? De leasing, de crédit conso? On parle de deux sortes de crédits, justement. On parle du crédit leasing et de crédit de consommation. En fait, les crédits consommation ou les crédits, ce sont des crédits qui sont octroyés aux sociétés qui sont plutôt des PME ou des très petites entreprises qui n'ont pas accès au crédit de leasing. Donc, le contrat-programme, le tout dernier contrat-programme, parle justement de report de crédits liés au leasing, mais ne spécifie pas le report concernant le crédit consommation contracté par ces sociétés pour l'achat de leurs véhicules. Donc c'est ça c'est un des autres problèmes. Donc cette problématique c'est pour ça qu'on demande un nouveau cahier de charges pour justement intégrer les deux parties, parce que ce sont deux emprunts, deux sources d'emprunt que nous utilisons. Et puis, dans cette partie-là, nous demandons qu'il y ait un moratoire. Donc, comme on avait dit, le moratoire, c'est le gel sans intérêt, ni frais, ni aucune charge, vu la situation actuelle. L'autre partie que nous demandons maintenant pour la révision du cahier de charges, nous demandons qu'il n'y a plus cette espèce de confinement du transport touristique juste autour du transport touristique avec les conditions actuelles, parce que pour qu'on puisse véhiculer des clients, nous avons toutes des procédures à suivre avant de prendre des clients dans nos véhicules, que ce soit des vouchers, alors des demandes officielles données par les agences de voyage, ou alors nous avons aussi un manifeste que nous pouvons remplir au préalable. Si on doit véhiculer des personnes ou des clients résidant au Maroc, on est obligé de prévenir les autorités 24 heures à l'avance en leur envoyant un fax ou un mail. Donc, comme je disais, il faudra revoir le cadre juridique. Il faudra justement revoir le cadre juridique pour qu'il y ait un petit pourcentage de la flotte qui travaille ou qui exerce dans le transport touristique puisse sortir de ce marasme, mais nous allons peut-être parler actuellement que de 2 ou 3% de la flotte. Justement, comme vous dites, si on élargit le cadre juridique, peut-être qu'on pourrait avoir 30 à 40% de la flotte qui pourrait travailler avec le tourisme local. Merci beaucoup. Merci Samir Ghazi, secrétaire général de la Fédération nationale du transport touristique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. En accumulant des pertes et en empruntant pour survivre, les entreprises risquent de devenir insolvables car leurs dettes dépassent largement leur capacité de remboursement. C'est le dernier warning ou dernière alerte du Fonds monétaire international qui appelle l'économie mondiale à revoir ses priorités. Les détails dans ce récit de Alam Nani.
Pour éviter un risque immédiat de faillite, plusieurs PME ont pu profiter de liquidités octroyées par les établissements de crédit. À court terme, c'est soulageant, mais à long terme, c'est dangereux, alerte le FMI dans une récente étude. Ces derniers affirment que du fait de la pandémie, la part des petites et moyennes entreprises insolvables devrait passer de 10 à 16% en 2021 dans les pays objets de l'étude. Et pour cause, l'insolvabilité des PME entraînerait des pertes considérables, épuisant ainsi leurs fonds propres. Dans les pays les plus durement touchés, les ratios de fonds propres de base pourraient baisser de plus de 2 points de pourcentage, d'après le FMI. Pour sortir de cette impasse, le FMI soutient que les pouvoirs publics pourraient envisager de subordonner leur aide à l'injection de capitaux par des investisseurs privés, ce qui permettrait au marché de jouer un rôle majeur dans l'identification des entreprises viables. Dans cette même logique, le Wali de Banque Al-Maghreb s'était également dit en faveur d'un soutien étatique bien ciblé qui privilégie les entreprises viables, notamment pour le produit de garantie d'Aman Relance. Cela dit, les créances en souffrance, rappelons-le, ont culminé à 80 milliards de dirhams, avec un surplus de 10 milliards de dirhams entre décembre 2019 et décembre 2020, une situation qui rappelle la nécessité d'accélérer la création d'un marché secondaire des créances en souffrance, un projet déjà à l'étude chez la Banque centrale. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Qenitra Amendiouri, directeur des études et de la communication chez Inforisque DNB. Bonsoir Amendiouri, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija, merci de m'avoir invité. On parle d'insolvabilité des entreprises, donc marocaines en l'occurrence. On vient de le suivre, bien sûr, le FMI alerte sur toutes les entreprises du monde. Ce n'est pas propre au Maroc. Mais on vient de l'écouter dans le papier, on parle d'entreprises viables. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur les mêmes critères d'avant-crise pour parler de la viabilité d'une entreprise ? Bien entendu, les critères sont exactement les mêmes. Et vous faites bien de rappeler en introduction qu'effectivement cette étude ne concerne toutes les entreprises du monde. Et d'ailleurs, je fais un parallèle avec le nombre de défaillances d'entreprises partout dans le monde. Elles ont baissé en 2020, alors qu'on s'attendait qu'avec la crise, justement, le nombre de défaillances d'entreprises allait exploser. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, on voit que dans tous les pays de l'OCDE, notamment, les chiffres de défaillance ont été tirés vers le bas. C'est grâce notamment aux aides et justement aux aides apportées par les différents États qui ont permis de maintenir à flot un certain nombre d'entreprises et notamment des entreprises qui structurellement étaient fragiles au début de la crise et qui normalement auraient dû mourir en 2020 et qui ont survécu et qui ont continué de travailler malgré les difficultés structurelles et cela grâce aux aides étatiques. Et du coup, même avec ces aides étatiques, selon vous, l'avertissement du FMI, ce qu'on vient de suivre, est plutôt logique, légitime, de par l'aggravation finalement de la situation des entreprises, notamment de leur trésorerie. Bien sûr, et ce warning est complètement logique. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'entreprises zombies, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des entreprises qui sont quasiment moribondes, mortes, et qui, grâce aux aides de l'État, continuent de vivre. Maintenant, la situation actuelle fait que, déjà, on a des entreprises qui se sont fortement endettées l'année dernière et certainement encore cette année pour continuer à vivre, parce qu'effectivement, une baisse forte de chiffre d'affaires au niveau du Maroc, on parle d'une baisse entre 20 et 25% de chiffre d'affaires, donc des revenus qui baissent. De l'autre côté, il y a des charges, même si on essaye de les ajuster, qui restent importantes, et donc des pertes, de la trésorerie négative. Et donc, forcément, à un moment donné, il faut pouvoir s'ajuster. Donc, il y a eu beaucoup d'emprunts qui a été fait. Maintenant, il faut pouvoir rembourser. Je dirais qu'au niveau de l'échelle du Maroc, on parle de plus de 100 milliards de dirhams de crédits qui ont été contractés ou reportés. Alors, entre les 55 milliards d'Aman Oxygène Relance et les 49 milliards de report d'échéance, à un moment donné, il faut commencer à rembourser. Et c'est très difficile de le faire quand d'un côté, l'année dernière, vous avez perdu 25% de votre chiffre. Cette année, les perspectives ne sont pas terribles non plus, puisqu'il faut être honnête, aujourd'hui, la reprise en tout cas de l'activité est fortement dépendante de la campagne de vaccination actuelle, et c'est une problématique mondiale. Le Maroc n'est pas le seul dans cette problématique. Et donc, c'est le premier pays qui réussira à vacciner le plus grand nombre de ses habitants. Et donc, forcément, à un moment donné, on espère avoir une reprise. Mais pour l'instant, la visibilité est très faible. Et donc, les perspectives sur les économies et sur les entreprises en particulier sont plutôt
sont encore fragiles, ces perspectives. Et donc, voilà, ça pose une double problématique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moins de chiffre d'affaires, c'est des résultats nets négatifs, c'est des fonds propres négatifs, c'est des fonds propres qui diminuent. Donc, à un moment donné, il va falloir penser à recapitaliser, sachant que nous, au Maroc, on avait déjà avant cette crise un problème de fonds propres, c'est-à-dire qu'on disait que nos TPME, à juste titre, étaient sous-capitalisés en termes de fonds propres. Et donc, avec la crise, ça n'a fait qu'aggraver la situation. Et de l'autre côté, il y a des dettes qu'on a contractées, que les entreprises ont contractées en 2020 et encore en 2021, qu'il va falloir commencer à rembourser en 2021. Et donc, si on a moins de revenus, ça veut dire qu'on a moins de cash flow. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ma trésorerie n'est pas suffisante pour rembourser mes dettes. Et c'est là qu'on rentre dans la solvabilité et la défaillance d'entreprise. Hamid Djoli, puisque vous me faites la transition, merci. Défaillance d'entreprise. Est-ce que c'est votre spécialité d'ailleurs chez Inforisque? Le bilan du premier trimestre est plutôt mitigé, bien qu'il y ait eu un ouf de soulagement, après, vous l'avez évoqué d'ailleurs, après les chiffres de défaillance d'entreprise à la baisse. Grande surprise pour 2020. Mais cela dit, au terme du premier trimestre, eh bien, on commence à voir qu'effectivement, il y a de plus en plus de défaillances d'entreprise. Est-ce annonciateur pour le reste de l'année? Est-ce que, effectivement, 2021 pourrait être une hécatombe pour les entreprises? Surtout, j'insiste sur la taille de l'entreprise. On parle surtout des TPE. Exactement, des TPME, particulièrement TPE, PME. Alors oui, effectivement, mais je rappelle quand même que 2020, il y avait un gros facteur technique, c'est-à-dire que quasiment sur 6 mois de l'année 2020, les tribunaux de commerce ont fonctionné au ralenti. Actuellement, les tribunaux fonctionnent normalement. Et effectivement, depuis la fin de l'année dernière, c'est-à-dire depuis novembre dernier, on voit une accélération du nombre de défaillances. Et effectivement, quand on fait le point à la fin du premier trimestre, on a une augmentation de 15% par rapport à l'année dernière. Vous me direz, alors à la rigueur, 2020 n'est pas représentatif, mais regardons même par rapport à 2019, et on est quand même en hausse par rapport à 2019. Et je pense qu'on n'a pas encore atteint ce point d'accélération. Actuellement, on parle d'une augmentation de 15%, ce qui est relativement faible encore, mais je tiens à rappeler une chose très importante, c'est qu'à la fin de ce premier semestre, on va comparer une situation normale, c'est-à-dire avec des défaillances normales de janvier à juin, par rapport à une situation où les tribunaux n'ont fonctionné que de janvier à mars l'année dernière. Et donc, il faut s'attendre à la fin de ce premier semestre à une très forte augmentation, techniquement parlant, du nombre de défaillances qui devrait dépasser les 50%. Après, il faudra effectivement comparer par rapport à 2019, mais malgré tout, je pense que les chiffres déjà de ce premier semestre risquent d'être extrêmement difficiles. Vous avez parlé des opérations de sauvetage de l'État. Quelles sont les structures aujourd'hui qu'il faudra sauver en premier, selon vous, Hamid Djoli? Alors, il est vrai qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Déjà, par rapport à ces entreprises zombies qui aujourd'hui sont assistées médicalement, j'ai envie de dire, pour aujourd'hui continuer à travailler, ces entreprises-là, à un moment donné, on va enlever cette perfusion, elles vont mourir. Et de l'autre côté, il va se poser une question extrêmement importante. Est-ce qu'on sauve le plus grand nombre d'entreprises, c'est-à-dire les TPE? Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que les TPME, c'est 99% des entreprises. Rien que les TPE, c'est-à-dire les structures de moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, c'est 90% des entreprises. Est-ce qu'il faut sauver le plus grand nombre de ces entreprises, mais qui ne sont pas créatrices de beaucoup d'emplois? Ou alors, il va falloir sauver les PME, notamment, et les grosses entreprises qui, elles, représentent l'essentiel des emplois au Maroc, et on sait que certaines sont aujourd'hui fortement touchées par la crise et qu'elles risquent probablement, possiblement en tout cas, d'avoir des difficultés croissantes dans les mois à venir. Est-ce qu'on privilégie l'emploi? Est-ce qu'on privilégie le volume d'entreprises aujourd'hui aujourd'hui, on le sait, c'est les TPE les plus fragiles, c'est elles qui, avant la crise, étaient les plus touchées par les défaillances d'entreprise, et c'est certainement elles aujourd'hui qui sont le plus touchées par cette crise, notamment dans des secteurs particuliers que sont l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui est lié au secteur touristique, qui aujourd'hui sont quasiment moribondes. Et puis voilà, la situation vaccinale n'améliore pas les choses. Et donc, est-ce qu'on sauve le volume d'entreprise ou est-ce qu'on sauve l'emploi? Et donc, en fonction de cette réponse, on va mettre le curseur d'un côté ou d'un autre, soit vers les PME, les grandes PME et les grandes entreprises, soit vers les TPE en essayant de sauver le plus grand nombre possible et essayer de limiter la casse en termes de volume de défaillance d'entreprise. Oui, mais en les aidant, elles s'endettent finalement. Ce ne sont pas des aides directes.
On va le rappeler, que ce soit d'Aman Relance ou d'Aman Oxygène, ce sont des prêts. Alors, l'endettement, c'est bien pour sortir de la crise, pour survivre, mais après, Amin Djori, quelle est la situation? Vous l'avez dit, bon, peut-être qu'on va se focaliser sur les autres solutions, notamment un repositionnement de ces entreprises, un accompagnement pour peut-être réorganiser ce tissu entrepreneurial, notamment chez les toutes petites entreprises. Mais en tout cas, l'endettement n'est pas une solution à long terme. Elle devra bien s'arrêter un jour. Bien entendu. Et puis, je rappelle quand même qu'une dette, ça se rembourse. Oui. C'est pas quelque chose de gratuit. Ça a un coût aussi, ça a une charge pour l'entreprise. Donc, effectivement, il faut rembourser une dette. Ça, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, la solution aujourd'hui qui est préconisée par tous les grands organismes internationaux, et je pense que c'est encore plus vrai pour le Maroc, c'est la question des fonds propres, et notamment le fait d'apporter des fonds en capital social, notamment pour restructurer les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, nos entreprises, notamment les TPME, ont besoin de fonds propres, ont besoin d'apports d'argent frais. Et je pense que c'est aujourd'hui la principale chose qui doit être faite. Alors évidemment, je parlerai du fonds Mohamed VI qui est en train de se mettre en place avec des dizaines de milliards qui aujourd'hui ont été réunis et qui permettront d'aider justement en fonds propres certaines entreprises, parce qu'il faut être honnête, le capital investissement ne concerne pas les TPE, mais va concerner surtout les PME et les grandes entreprises, et c'est aussi celles qui sont le plus pourvoyeuses d'emplois. Pour les TPE, il est évident que la question des fonds propres va passer par, à un moment donné, les associés, les actionnaires qui remettent de l'argent au pot, parce que c'est la seule façon de pouvoir passer cette crise avec de la trésorerie. Mais voilà, il n'y aura pas 36 000 solutions. Effectivement, les aides de l'État vont commencer à se tarir progressivement. On sait très bien que malgré le fait que Daman Relance a été prorogé jusqu'à fin juin, malgré le fait que certains secteurs bénéficient encore d'aides, notamment CNSS, mais pour la grande majorité des entreprises marocaines qui souffrent aujourd'hui avec une situation en termes d'activité qui n'est pas revenue à la normale, ces entreprises-là, elles ont besoin de trésorerie pour continuer à payer les salariés, pour continuer à payer les charges. Les banques n'apporteront effectivement pas toute la trésorerie nécessaire, et donc il va falloir à un moment donné que les associés apportent aussi de leur côté la trésorerie nécessaire pour continuer à survivre. Merci. Merci beaucoup, Amin Djori, directeur des études et de la communication chez Inforisque DNB. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Ce fut avec un grand plaisir. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.